Merci à Thomas Sanchez et à Jean-Luc Buchou pour ce mot de bienvenue. Alors effectivement, on a un programme qui est relativement chargé et pour permettre à tout le monde de pouvoir arriver avant de commencer, on a pris un petit peu de retard. Je vous garantis pas qu'on arrive à rattraper ce retard. En tout cas, on va faire le nécessaire pour essayer de tenir les jalons. On aura deux parties sur cet après-midi. Une première partie où on va vous faire un petit bilan intermédiaire de l'expérimentation du passeport efficacité énergétique. Et on aura le plaisir d'accueillir des experts en rénovation qui ont participé à cette première phase de test en conditions réelles. Et puis, on donnera la parole après une pause à un certain nombre d'intervenants qui vont nous parler des dynamiques de passeport plutôt à l'échelle européenne. Donc on va prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce sujet parce que on expérimente en France, mais il y a d'autres expérimentations qui sont aussi menées ailleurs. Et on finira cet après-midi en donnant la parole à Daniel Dubreuil, Daniel Dubreuil de l'initiative Rénovons et également à des territoires qui sont membres de l'association Expérience P2E. Et on laissera le mot de la conclusion à Alain Mogard, président de Calibat et qui est aussi qui coordonne la concertation nationale sur le plan rénovation énergétique des bâtiments. Alors, c'est moi qui vais animer en fait avec Guillaume, on va co-animer cette présentation. Très rapidement, pour vous dire un petit mot de qui on est et d'où on parle. Alors, vous aurez sans doute reconnu un accent chantant plutôt du sud qui vient de l'Aveyron. J'espère qu'il ne vous sera pas trop désagréable parce que c'est moi qui vais animer toute l'après-midi. Voilà, on fera la balance avec Guillaume qui a un peu moins l'accent lui de son côté. Voilà. Donc, alors en ce qui me concerne, plutôt une expérience de bureau d'études techniques au départ, et j'aime à dire ça parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent. Je suis issu d'une formation qui a aussi formé André Pouget, sauf qu'à la différence, on a 30 ans d'écart, enfin, elle a peut-être le double de mon âge, et on est issu des mêmes bancs de l'université de Toulouse. Expérience en bureau d'études techniques, beaucoup orientée sur la rénovation de la maison individuelle, en particulier sur des missions de maîtrise d'œuvre, et donc un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, puisque on sait que ce sujet-là doit aussi faire l'objet d'une dynamique qui permettra de tenir les objectifs fixés par l'État, notamment d'un point de vue des enjeux énergie-climat. Voilà. Donc je te laisse dire deux mots, Guillaume. Oui, alors moi, ce sera un peu moins chantant. Pour ma part, moi, j'ai aussi une expérience plutôt en bureau d'études techniques, en conception environnementale. Ce qu'on peut dire sur le binôme aussi, Benoît et moi, c'est qu'on avait, avant la mission du passeport, déjà eu l'occasion de pas mal travailler ensemble, au sein notamment je la cite, de l'association Avenir Climatique qui travaille sur les enjeux énergie-climat. Et d'ailleurs, on les salue et on sait qu'ils sont là. Continuez comme ça, c'est très bien ce que vous faites. Et du coup, on a très rapidement réussi à mener un peu la barque à deux en copilotage. Donc c'est pour ça on va alterner la prise de parole. Mais bon, voilà ce que je peux dire sur moi. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on est très heureux de vous accueillir aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. On se doit de remercier, alors évidemment, les membres de l'association Expérience P2E, en particulier The Shift Project, qui a permis l'organisation de cet après-midi. Voilà, avec Jean-Noël en tête de file qui s'est beaucoup investi. Donc merci aussi à la Caisse des dépôts et consignations pour son accueil. On voulait vous remercier à vous en particulier d'avoir répondu présent. Et alors ce qui nous fait particulièrement plaisir aussi, c'est qu'on s'aperçoit que dans la salle il y a déjà des personnes avec qui on a déjà discuté de ce sujet-là. Et le fait de vous revoir, ça prouve quand même qu'il y a encore un intérêt pour le sujet. En tout cas, ça prouve qu'on n'a pas dit trop de bêtises et qu'on a continué de vous intéresser. Et on remercie bien sûr chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu présentes pour intervenir. Donc merci à vous les intervenants. Alors, on sait qu'on a un auditoire de personnes qualifiées sur le sujet de la rénovation énergétique, mais ça nous semblait quand même important de faire quelques petites piqûres de rappel par rapport aux enjeux. Donc, le secteur du bâtiment, c'est pour un quart des bâtiments tertiaires et pour les trois quarts des bâtiments résidentiels. Donc, il y a évidemment un énorme sujet en termes d'économie d'énergie sur ce secteur-là. Et lorsque l'on regarde d'un peu plus près comment est segmenté le résidentiel, on s'aperçoit qu'il y a un vrai sujet, en particulier sur la maison individuelle,
dont plus de la moitié ont été construites avant 1975. Ça veut dire que en fait, ces maisons-là n'avaient pas encore été soumises à la première réglementation thermique. Et donc c'est le périmètre qui, en priorité, va nous intéresser sur l'expérimentation du passeport efficacité énergétique. Néanmoins, on se laisse la possibilité pour plus tard d'aller étudier aussi la démarche d'un passeport efficacité énergétique sur les copropriétés. Voilà. Alors, juste un rapide historique par rapport à ce sujet-là. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent l'association The Shift Project. C'est de là qu'est née l'idée du passeport efficacité énergétique, notamment parce que le Shift avait monté un groupe de travail efficacité énergétique des bâtiments qui a publié un premier rapport, un premier livre blanc au sein duquel un certain nombre de propositions étaient faites pour massifier la rénovation, dont cette idée de développer un passeport efficacité énergétique qui viendrait renforcer le DPE. Donc, l'histoire du passeport efficacité énergétique par delà. Et il y avait eu d'ailleurs une première présentation du passeport qui avait été organisée en septembre 2014. En parallèle de ça, il y a eu aussi des travaux qui ont été menés par le plan bâtiment durable sur la carte vitale du logement. C'est ce qui a finalement donné lieu dans la loi TECV à l'article 11 sur le carnet numérique de suivi d'entretien du logement. Donc ce sont deux dynamiques qui sont tout à fait complémentaires et on aura l'occasion de vous le démontrer. Et fort finalement de l'intérêt des acteurs qui étaient réunis autour de la table au sein du Shift Project et puis des autres acteurs qui suivaient ce sujet de près, il a été décidé de créer une structure ad hoc pour mener une expérimentation de terrain, voilà, en partenariat avec un certain nombre d'acteurs et de territoires. C'est comme ça qu'est née l'association Expérience P2E, qui est une association à but non lucratif et dont l'objet est relativement simple. C'est de mettre en œuvre une démarche de rénovation énergétique qui s'appuie sur une démarche de passeport efficacité énergétique. Donc l'association elle est organisée avec un collège des membres fondateurs, dont le Shift Project, l'association Cercle Promodule, Schneider Electric, EDF et Saint-Gobain Habitat. Et puis on a deux collèges, un collège des partenaires et un collège des territoires. Un collège des partenaires au sein duquel siègent aujourd'hui les associations Effinergie, Qualitel et l'association Promotelec. Et un collège des territoires au sein duquel on a accueilli depuis peu l'ALEC d'Angers-Loire Métropole et la région Grand Est. Voilà. Et donc Guillaume et moi avons la lourde tâche de faire en sorte que le projet avance, et donc on gravite entre le conseil d'administration et puis les différents autres organes qui nous assistent dans notre mission au quotidien. Alors évidemment, cette expérimentation, elle a un certain nombre d'objectifs, elle a un cadre qui est posé. On aura l'occasion d'y revenir, mais voilà, l'idée de l'expérimentation, c'est vraiment de se confronter à une réalité de terrain, avec certes des convictions au départ, mais dans l'objectif de s'assurer que ces convictions-là puissent se vérifier d'une certaine façon par rapport à ce qui existe déjà. Et l'objectif, c'est bien évidemment de voir quelles sont les pistes qui permettraient de déployer une démarche de passeport en ayant un échantillon suffisamment important. Voilà. Donc on s'est fixé un certain nombre d'objectifs, un nombre de passeports, et on espère en faire un maximum, avec cette idée aussi de dire que des initiatives de passeport, il en existe aussi de par ailleurs. Passeport efficacité énergétique en est une, et la démarche qui est celle d'Expérience P2E, c'est d'avoir une posture où on travaille dans une logique inclusive, collaborative, et donc l'idée c'est vraiment de discuter avec l'ensemble des acteurs intéressés sur ce sujet-là pour faire en sorte qu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois et qu'on avance ensemble. Voilà. Donc c'est ça l'idée de fédérer les initiatives autour de ça. Donc on s'est donné les moyens d'expérimenter la démarche pendant 2 ans avec une méthode qu'on détaillera tout à l'heure qui vient simplifier le process de l'audit d'une certaine façon, à travers des combinatoires de performance énergétique qui permettent de générer une feuille de route de travaux qui garantit le fait d'être compatible BBC et SNBC à l'horizon 2050. Et c'est ça un peu le cœur du passeport, avec comme finalité finalement
le fait de recueillir, d'analyser, de partager les retours d'expérience, parce que c'est ça notre volonté, c'est-à-dire que nous, on capitalise sur un certain nombre de retours d'expérience, et le but du jeu, c'est bien de les partager. Évidemment, on cherche à faire ça avec un maximum d'acteurs hein, qui ont un intérêt sur le sujet, dans l'optique de pouvoir aussi faire évoluer les bonnes pratiques dès lors que l'on parle de rénovation performante par étape. Voilà. Alors pour vous faire toucher un petit peu du doigt, parce que les analogies vont bon train en matière de passeport, ce qu'est le passeport, c'est finalement quelque chose qu'on connaît dans le quotidien. On a pour habitude d'aller consulter un généraliste dès lors qu'on se sent un peu malade. Et finalement, le généraliste lui va dresser un bilan, un diagnostic de notre état et prescrire un certain nombre de recommandations sur une ordonnance médicale. Voilà. Et à partir de cette ordonnance, ou bien on consulte un spécialiste au besoin, ou on va voir un pharmacien qui va nous vendre des médicaments, etc. Et tout ça est tracé par la carte vitale du logement. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien. Et finalement, la logique du passeport efficacité énergétique, c'est un petit peu la même, dans le sens où la démarche, c'est d'avoir un expert en rénovation qui va réaliser une visite in situ du logement expertisé et qui, au regard de ce logement, enfin, des aspects techniques de ce logement et des besoins du propriétaire, va proposer une feuille de route de travaux qui s'appuiera sur des combinatoires de performance énergétique. Et c'est ce qui finalement permettra au propriétaire de connaître le potentiel d'amélioration de son logement et de garantir le fait que si le propriétaire réalise des travaux, ces travaux seront bien compatibles avec un certain niveau de performance énergétique, voilà, et aussi que ces travaux ne seront pas faits dans n'importe quel ordre. Voilà. Et donc il y a vraiment cette cohérence technique qui est proposée par la feuille de route de travaux pour amener le logement à un niveau BBC compatible in fine. Voilà. Donc les combinatoires de performance énergétique qu'embarque le passeport, c'est une méthode qui permet de gagner du temps et de faciliter l'approche, puisque grâce à ces combinatoires de performance énergétique, on peut se passer de calcul thermique à proprement parler. C'est finalement, ces combinatoires de performance énergétique, des bouquets de solutions techniques qui proposent un certain nombre de garde-fous pour l'ensemble des lots du logement. Et donc l'objectif, c'est à travers le contexte du logement, notamment d'un point de vue technique, de sélectionner la bonne combinatoire de performance énergétique, de sorte à ce que les entreprises qui réaliseront les travaux derrière puissent se conformer au niveau d'exigence de cette combinaison de travaux. Et c'est le fait de s'appuyer sur ces garde-fous, combinatoires de performance énergétique, qui permet de garantir le fait que le logement sera bien BBC compatible une fois les travaux réalisés. Donc ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est ça qui fait la valeur ajoutée aussi du passeport efficacité énergétique. Donc il y a les combinatoires, les combinaisons de travaux d'un côté, et l'expert en rénovation s'appuie aussi sur d'autres indicateurs, en particulier la durée de vie des lots, l'état des lots, et évidemment, il y a un dialogue qui s'installe avec le ménage pour connaître son besoin. Alors, fort de ces différents éléments, l'expert est ensuite capable de proposer un plan pluriannuel de travaux en une ou plusieurs étapes. Et l'objectif, c'est bien, en fonction de la capacité d'investissement du propriétaire, en fonction de ses besoins et en fonction d'une certaine cohérence technique, de dire votre logement représente tel potentiel d'amélioration et pour arriver à un niveau de performance énergétique suffisamment ambitieux, moi je vous propose de réaliser les travaux en temps d'étapes. Voilà, ça peut être une, deux, trois, quatre étapes. Voilà. Et associé à cette méthode-là, il y a quand même un sujet sur la rénovation performante par étape qui est de s'assurer que le par étape ne créera pas de contre-performance énergétique ni de pathologie. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, dans la démarche du passeport efficacité énergétique, il y a cette approche de points de vigilance. Voilà, nous, on appelle ça des points de vigilance de la rénovation performante par étape, dont le but est de créer des alertes en fonction des travaux qui seront... en fonction des étapes de travaux qui auront été déterminées par l'expert. Donc, à titre d'exemple, on a pris des cas relativement basiques.
le fait d'isoler les murs et de s'apercevoir qu'il y a une trace d'humidité récente, ça veut dire qu'il faut aussi anticiper le fait qu'il y avait cette trace d'humidité et la traiter avant de venir isoler les murs. Un autre exemple qui est important, le fait de changer le chauffage doit aussi appeler un point de vigilance qui est que systématiquement, on se doit de maîtriser la température de consigne au sein du logement. Voilà. Et donc avoir ce réflexe du système de régulation active pièce par pièce, en l'occurrence. Voilà. Et donc l'objectif aussi à travers la démarche du passeport, c'est comme ça d'avoir un certain nombre de points de vigilance qui permettent d'alerter finalement l'expert qui réalise le passeport du logement, de s'assurer du fait qu'on ne créera pas ces pathologies ou ces contre-performances dont je parlais juste avant. Et donc il y a un point qui est très important parce que toutes les discussions qu'on a pu engager avec un certain nombre d'acteurs maintenant depuis le lancement du projet nous ont amené souvent sur des débats. Alors est-ce qu'il faut faire de la rénovation complète et performante à une fois et que ça, ou bien de la rénovation complète et performante par étape et que ça? Finalement, l'approche du passeport efficacité énergétique, c'est de se dire qu'il faut, il faut proposer les deux justement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les propriétaires sont en capacité de faire une rénovation complète et performante en une fois, a priori, il faut les encourager à faire le choix de ce parcours de travaux. Sauf que, en pratique, ce que l'on constate, c'est que c'est un parcours de travaux qui est difficile à réaliser pour un certain nombre de raisons, et en particulier le fait que les travaux associés, le coût global des travaux associés soit relativement conséquent. Et donc, on se doit d'apporter une réponse d'un point de vue technique qui est cohérente pour proposer un parcours de rénovation par étape aux particuliers. Donc ça, c'était une première partie pour remettre un petit peu en contexte. Alors je sais que certains d'entre vous étaient déjà bien au fait de ces sujets-là, d'autres un peu moins. Donc partons du principe que là, on est tous à peu près au même niveau maintenant. Et il y aura un temps de questions tout à l'heure, donc vous pouvez aussi d'ores et déjà anticiper des questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, on a mis quelques slides pour vous présenter la plateforme, la nouvelle version de la plateforme du passeport efficacité énergétique. On va passer rapidement dessus parce que bon, je vois que l'heure tourne. Le but du jeu, c'est de vous faire prendre conscience du fait que la plateforme web sur laquelle s'appuie la démarche du passeport efficacité énergétique, ça n'est jamais qu'un moyen. D'accord, ça n'est pas du tout une finalité. Et Expérience P2E n'a pas vocation à vendre un outil de type plateforme web. On se sert de ça pour faciliter justement l'expérimentation qui repose sur toute la mécanique à la fois des combinatoires, de la feuille de route de travaux, etc. Donc c'est ça qui est important de retenir. Donc l'esprit finalement, c'est d'avoir un outil qui s'inscrit complètement dans la logique du carnet numérique, hein. C'est-à-dire de valoriser d'un point de vue informatique le bien. Donc on suit le bien dans le temps avec une approche collaborative parce que l'ensemble des acteurs ont accès aux informations qui sont récupérées dans le passeport. Ça permet, alors il y a une approche collaborative mais qui est aussi complète parce que le passeport efficacité énergétique caractérise le potentiel d'amélioration du logement et donc propose des recommandations associées. Il a une vocation à être relativement pédagogique, notamment dans la compréhension des travaux à réaliser via la feuille de route. Il est dynamique donc, comme je le disais, puisqu'il s'agit de suivre l'évolution du logement dans le temps, en particulier dans le cas des parcours par étape, de rénovation par étape. Et enfin, il est évolutif. L'esprit là, c'est de pouvoir s'intégrer, s'interfacer en fait avec d'autres outils, d'autres dispositifs existants. Voilà. Donc très rapidement, ça se présente sous la forme d'un site web. Alors nos intervenants, en particulier les experts qui ont participé à la phase 2, ont eu l'occasion de tester une première version du passeport qui était relativement frugale et c'était un choix. Donc en fait là ce que vous voyez, puisque vous aviez vu la première version, c'est une version 2 qui servira pour les prochaines phases de l'expérimentation. Donc ça se présente comme ça. C'est une plateforme web sur laquelle là, typiquement un auditeur va pouvoir s'identifier. Il y a une page d'accueil qui lui permet d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités. En l'occurrence, si on prend l'exemple de la gestion du profil, le passeporteur, notre auditeur,
peut venir renseigner des informations qui le concernent. Et là, on a travaillé avec la société Agilab qui nous accompagne sur ce sujet, en intégrant des fonctionnalités qui permettent de garantir aussi le fait que la saisie se fera bien, dans le sens où typiquement sur les adresses, on a constaté pendant la phase 2 que c'était un sujet d'avoir les adresses qui soient bien renseignées pour être sûr que ça corresponde bien au logement qui faisait l'objet d'un audit. Et donc là, c'est un exemple qu'on vous donne. Typiquement, on a une aide à la saisie, donc on a connecté la plateforme P2E à la base de données adresse data.gouv. Donc bon, c'est anecdotique, mais ça prouve la logique qui est la nôtre, la démarche qui est la nôtre derrière aussi, d'être dans cette qualité-là par rapport à l'outil. Donc bon, là on voit que l'auditeur a enregistré les informations sur son profil, et puis il tombe finalement sur une page où il a accès à l'ensemble des autres personnes, des autres utilisateurs du passeport efficacité énergétique. Alors, il y a une petite nouveauté, disons, par rapport à ce qu'on avait pu faire sur la première phase de test en conditions réelles, qui est de pouvoir, pour les auditeurs, aller chercher des projets de propriétaires qui se sont inscrits sur la plateforme et qui demandent en fait d'avoir un auditeur qui passe chez eux pour pouvoir faire un passeport. Et donc typiquement, les auditeurs qui sont inscrits sur la plateforme P2E peuvent aller chercher un projet, l'affecter à leur compte et rentrer en contact avec le propriétaire. Donc là, on voit que le projet a été importé dans le compte de l'auditeur, et l'auditeur a ensuite accès à ce projet-là, au bien en question, et peut y apporter un certain nombre de modifications ou compléter, le cas échéant, les informations du projet, et aller jusqu'à la saisie à la fois de toutes les informations pour générer le passeport, et donc la feuille de route de travaux associée. Voilà. Donc bon, c'était pour vous donner un aperçu, disons ça comme ça, de l'outil qui a été développé pour la prochaine phase de l'expérimentation. Alors justement, d'un point de vue organisationnel, voilà comment se présente l'expérimentation du passeport efficacité énergétique. Alors je suis désolé, je vais un petit peu vite. Voilà. On pourra revenir sur certains points si c'est passé trop vite, quand vous poserez des questions. Là aujourd'hui, donc vous êtes ici, donc c'est le point rouge. Vous êtes ici, ça veut dire que en même temps que l'on est en train de présenter les résultats de ce point d'étape, on a d'ores et déjà amorcé l'organisation de la prochaine phase d'expérimentation. Simplement, les résultats que l'on vous présente aujourd'hui, ce sont les résultats des 2 premières phases. Donc la phase 1 qui était une première phase qui a permis disons, comment ? Tests à blanc. Oui, c'était des tests à blanc tout à fait, qui a permis de finalement affûter le cahier des charges de la démarche et de l'outil passeport efficacité énergétique. Et puis fort de ces premiers tests qu'on a réalisés avec une poignée d'experts, on est ensuite allé confronter cette démarche-là à la réalité du terrain. Et donc au cours de la phase 2, Guillaume en dira un mot, on a eu un échantillon significatif de tests qui nous ont permis de publier des premiers résultats, et ce sont ces résultats que l'on va vous présenter aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, la démarche d'expérience P2E, c'est d'être dans une logique d'amélioration continue, c'est-à-dire que on a une approche, alors c'est un mot qui est un peu connoté, mais c'est vraiment comme ça que l'on fonctionne. On est dans une approche dite méthode agile. Le but étant de pouvoir s'appuyer sur les différents retours de terrain pour faire progresser au fil de l'expérimentation finalement la démarche du passeport efficacité énergétique. Et donc on est dans cette logique itérative avec la volonté de faire du lien avec d'autres dispositifs qui existent, et j'en dirai un mot plus tard sur les perspectives de déploiement du passeport qui s'offrent à nous. Voilà. Donc là je vais laisser la parole à Guillaume pour présenter les résultats du point d'étape. Merci Benoît, merci pour la présentation introductive et être rentré dans le détail un peu de ce qu'est le principe du passeport. Comme il l'a dit, moi je vais vous présenter la démarche qui a été expérimentée sur cette dernière phase, qui nous a occupé les derniers mois. Donc c'est de la démarche et de l'outil à la réalité du terrain, comme l'a aussi rappelé Jean-Luc.
Donc je vais essayer d'être succinct, de vous faire ressortir les points saillants de notre analyse et des retours, mais sachez qu'il y aura une publication, comme l'a dit Benoît, plus exhaustive qui reprend plus en détail les résultats. Alors, je vous rappelle rapidement dans cette phase 2 comment elle s'est organisée. On a dû développer un outil numérique, comme l'a rappelé Benoît, qui était le plus simple possible, et donc avec une rapidité de développement et des ressources qu'on a voulu limiter au maximum, et qui soit portable, donc à la fois utilisable sur ordinateur ou sur appareil nomade. On a lancé une inscription avec plus de 100 propriétaires qui sont inscrits. Il fallait que ce soit des propriétaires occupants de maisons individuelles datant des années 90. Les canaux de diffusion de cette inscription principaux qui ont été utilisés, c'est en fait les collaborateurs des entreprises, des membres fondateurs de l'association Expérience P2E, mais qui étaient assez bien répartis sur le territoire, comme on peut voir sur la carte. On a quelques zones vides et quelques zones plus denses comme à Grenoble ou en Île-de-France. En parallèle de ça, on a procédé à un recrutement au total de 41 experts volontaires, experts en rénovation énergétique. Là encore, à part les réseaux de professionnels des membres fondateurs de l'association. Ensuite, on a effectué l'affectation des propriétaires, comme vous le voyez, dans des périmètres au plus proche des experts de chez eux, donc à 50 km. Et in fine, à la fin, ce qui se passait, c'était effectivement cette visite sur site du logement, selon un cahier des charges qui avait été présenté, qui avait été établi. Donc voilà, cette première phase-là, c'était vraiment rentrer dans le bain, rentrer dans la réalité du terrain, sans forcément avoir d'a priori sur ce qu'il allait en ressortir. Donc maintenant, on peut passer à l'analyse des retours. Alors, quelle méthode on a employée, quels étaient les objectifs pour faire ce retour d'expérience? Alors les objectifs étaient nombreux, on voulait déjà connaître les profils des gens qui s'étaient inscrits, qui étaient donc volontaires, connaître aussi les experts, même si on avait pu les rencontrer, c'était un peu plus simple pour ça. Appréhender le vécu de la démarche, vraiment il y avait dans cette phase-là un vrai focus sur ce moment-là, qui est le moment clé, au moment où on remet le passeport. Du coup, caractériser le niveau d'appropriation par les passeporteurs, on les appelle aujourd'hui, ces experts en rénovation. Les passeporteurs, à quel point ils s'étaient approprié la démarche et également l'outil. Identifier les perceptions et les usages que le propriétaire fait du passeport, du document de synthèse qu'on leur remet à l'issue de la visite. En mesurer les effets, évidemment. Et évaluer l'utilité de l'outil et les possibilités d'amélioration de l'outil et de la démarche. Alors pour ça, on a été aidé, on a eu une assistance méthodologique de la part de Gaëtan Brispierre, qu'on remercie chaleureusement pour ses éclairages, qui est un sociologue de l'énergie. On a créé deux enquêtes ad hoc pour récolter les points de vue des deux parties, à la fois le côté passeporteur et le côté propriétaire. En plus de ça, avec les passeporteurs, on a organisé 2 sessions dites de focus group. Donc c'est des ateliers où, par le débat et la discussion, on fait ressortir les points saillants qui ressortent le plus souvent sur à la fois comment a été vécue la démarche, mais aussi quelles sont les améliorations à apporter. Donc ces focus group nous ont permis de décrypter un peu mieux les enquêtes, qui sont simplement des enquêtes transmises par voie dématérialisée. Et au final de ça, on a observé de très bons retours sur ces 2 enquêtes-là, avec un taux de retour de 80% environ pour les passeporteurs, et de plus de la moitié, de 54% pour les propriétaires. Ce qui veut dire que cet échantillon qu'on a analysé là, il est représentatif déjà de la population qui a expérimenté. A priori, on ne peut pas dire que ce soit des résultats extrapolables à toute la population française, mais c'est déjà des résultats qui nous permettent de pouvoir jauger en quoi, sur ce type de profil de personnes qui s'inscrivent dans cette expérimentation, en quoi le passeport peut embarquer la performance énergétique et peut accélérer les travaux. Alors sur ces profils, je passe très rapidement. De côté gauche, ce sont plutôt les passeporteurs. On a eu une grande majorité de bureaux d'études en bleu, architectes en rouge, donc à parts égales, et on a eu aussi quelques inscriptions d'entreprises générales de type RGE Global, entreprises to core data, et quelques profils de conseillers espace info énergie.
La caractéristique qui ressort le plus, c'est que ces passeporteurs étaient impliqués à la fois en termes de temps, en termes financiers, puisque cette phase d'expérimentation, il n'y a eu qu'un défraiement et non une rémunération à titre d'une prestation classique. On a eu aussi des personnes qui ont répondu aux enquêtes, mais qui sont aussi déplacées à la fois pour la journée de formation, pour cette journée de focus group dont je vous parlais. Donc vraiment des motivations militantes à s'inscrire dans toutes dans les initiatives qui visent à massifier, à dynamiser le secteur de la rénovation. Et du côté des propriétaires, on a vu ressortir un profil de ménage qui finalement est assez assez caractéristique du ménage en capacité de faire des travaux, donc une catégorie de classe moyenne supérieure avec une moyenne d'âge de 50 ans pour le propriétaire qui répondait. Toutes ces personnes, une grande majorité des personnes étaient évidemment dans des professions en lien avec l'énergie ou le bâtiment, puisque, comme je vous disais, la diffusion de l'enquête s'est surtout faite auprès des membres fondateurs. Et pour 2/3 environ de ces ménages, ils étaient déjà dans une dynamique de travaux, donc ils sont inscrits, ils étaient volontaires avec déjà un projet en tête, donc soit uniquement au stade de l'idée, soit déjà un projet enclenché à horizon de 1 ou 2 ans. Et donc là, on a effectivement senti qu'on touchait principalement dans cette phase, en tout cas d'expérimentation, des ménages en capacité de lancer les travaux. Alors sur le déroulement d'un passeport P2E, on a remarqué que le point qui ressort le plus, c'est que le temps de réalisation est à conforter. Comme vous voyez sur le graphe de droite, on a une durée totale de réalisation du passeport qui dépasse légèrement les 4 heures, qui dépasse la demi-journée qui avait été imaginée à la base. À l'intérieur de ce temps de réalisation, ça comprend toutes les étapes. La visite en moyenne dure 2 heures, et donc il y a un temps supplémentaire qui est accordé à post-visite, notamment à retravailler la synthèse ou à reprendre des choses. Et donc il y a dans 2/3 des cas, un document, une feuille de route de travaux qui est transmise après la visite, pas sur place, ce qu'on ne voulait pas. Donc ce qu'on remarque du côté des passeporteurs, c'est que déjà ils n'ont pas forcément été à l'aise avec l'outil dès le premier passeport. Donc là, ça nous amène à revoir, à repenser à la fois le contenu et les modalités de la formation, enfin de la sensibilisation, la demi-journée de sensibilisation à laquelle on les a conviés. Mais aussi, on a pu faire ressortir, notamment dans les focus group, qu'il y a une vraie force de l'habitude de ces experts, de ces professionnels qui ont des habitudes métiers par ailleurs, qui revient, donc avec de temps en temps, par exemple, l'émission de 3 feuilles de route, alors que l'idée, c'est vraiment de caler, de fixer une seule feuille de route, ou le besoin de avoir des échanges a posteriori avec le propriétaire. Donc ça nous donne les renseignements sur le contenu et le cadre de la formation qui doit être repensé. La valeur ajoutée du P2E qui est ressortie au cours de ces enquêtes, c'est tout d'abord que le passeport, il est vécu vraiment comme l'occasion privilégiée et un peu inédite d'initier une relation de confiance. Déjà en ayant une porte d'entrée chez le client, pour reprendre les termes des passeporteurs, mais aussi effectivement pour les propriétaires, c'était vécu comme la possibilité d'échanger. Et donc on a senti que la grande valeur ajoutée, c'était d'abord et avant tout les échanges avec un expert indépendant qui vient chez vous. Donc on pouvait le voir au niveau des notes de satisfaction du côté des propriétaires, mais également d'après les passeporteurs, il y avait un sentiment d'avoir vraiment clarifié et répondu à toutes les attentes en termes de questions d'ordre technique des propriétaires. Donc vraiment une cohérence entre les deux enquêtes. Et puis on pouvait voir aussi que dans le temps d'échange qu'il y a eu à la fin de la visite chez le propriétaire, que les thèmes prioritairement abordés, c'était d'abord sur les préconisations de travaux qui leur sont fournies. Donc vraiment le caractère la puissance et la force à expliquer et à éclaircir les choses à faire pour le propriétaire. Ensuite venait évidemment la question épineuse des coûts des travaux, avec des questionnements et des besoins d'affiner parfois. Et puis la question des économies d'énergie qui peuvent être attendues à l'issue des travaux qui sont proposés. Et alors, comment ont été perçus ces résultats et cette feuille de travaux par les propriétaires ?
et par les passeporteurs. Alors c'est avant tout, la force du P2E, c'est de donner l'occasion, cette occasion-là d'échanger avec le propriétaire, de donner toutes les informations claires et qui soient a priori indépendantes et donc qui gagnent la confiance du propriétaire sur le potentiel d'amélioration du logement. Donc c'est le principe même du passeport, donc c'est à la fois sa force, mais évidemment ça peut avoir un revers de médaille avec de temps en temps des besoins d'éclaircissement finalement les écueils évoqués, les seuls écueils évoqués, c'était d'avoir un besoin d'un niveau de détail supplémentaire dans certains cas. Ça s'est retrouvé dans les besoins d'études complémentaires qui ont été soulevés. Mais dans tous les cas, dans la grande majorité des cas, lorsque les propriétaires avaient un projet en tête, un projet initial, les résultats présentés étaient, selon eux, adaptés à leur projet et qui pouvaient totalement s'inscrire dans le projet qu'ils avaient déjà en tête. Sur cette feuille de route de travaux, du côté des passeporteurs, on a senti un besoin de transparence au niveau notamment au moment du choix des combinatoires. C'est quelque chose qu'on avait pu expliquer en formation, mais qui apparaissait pas suffisamment clairement, alors que c'est le moment crucial au moment où on décide d'écrire cette feuille de route de travaux. On l'a bien entendu, et un besoin de potentiellement pouvoir ouvrir certaines bases de données, comme par exemple sur l'histoire des coûts de travaux, de pouvoir donner ces coûts associés. Dans le cas puisqu'on sait que ça peut varier énormément d'une localité à l'autre. Alors, sur ces choix techniques, justement, deux infos très rapidement. On s'est rendu compte que effectivement, d'après les saisies et d'après les dires d'experts de chacun des passeporteurs, dans la grande majorité des cas, cette saisie amène effectivement à pouvoir proposer une feuille de route de travaux qui soit BBC compatible. Donc on a 20% des cas où finalement il n'y a pas de combinatoire de travaux qui ressortent, auquel cas on propose des niveaux de performance qui soient équivalents aux exigences du CITE. Mais dans tout le reste des cas, il y avait effectivement, sans préjuger de quelle route on empruntait, le passeporteur saisissait des informations qui nous conduisent effectivement à pouvoir techniquement proposer ce genre de feuille de route. Et puis à titre d'exemple, on a par exemple là une répartition de parcours de travaux selon si on a le passeporteur justement a fait un choix technique et forcément confronté avec les besoins du propriétaire entre une ITU ou une ETE, quelque chose qui a été fait pour chaque lot technique. Enfin, sur les effets constatés chez les particuliers, donc ce qui nous intéresse le plus, c'est que, alors, à savoir déjà, il faut se rappeler qu'entre le moment où les premiers passeports ont été faits et au moment où l'enquête a été envoyée au propriétaire, il y a eu un maximum de 3 mois et demi, donc c'est quand même un délai assez court. Mais néanmoins, dans ce laps de temps, on a pu constater dans les réponses au questionnaire que le propriétaire situait vivait le passeport vraiment comme une étape, la possibilité d'accélérer le processus de travaux, et que c'était à l'étape, dans le projet de travaux, c'était à l'étape entre l'idée et l'arbitrage, et permettait finalement de passer de cette idée à l'arbitrage sur tel ou tel travaux. On a pu voir d'ailleurs que donc, près de 2/3 des personnes interrogées ont effectivement déclenché une nouvelle phase dans leur projet. Alors, dans nouvelle phase, on distingue 2 catégories qui étaient à part équivalentes. La première catégorie, c'était un besoin d'études plus poussées, comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est selon les cas, si nécessité technique ou économique d'affiner certaines données, de rentrer dans le détail après cette première phase d'aiguillage et de simplification. Et d'autres personnes sont directement passées à des étapes de consultation d'entreprise. Donc, je crois qu'on a un dépôt de permis de construire, de permis d'aménager qui a été déposé. Et plus important encore, c'est le graphique d'en dessous. Quelle a été l'influence du passeport sur la prise en compte de l'énergie dans leur projet à eux? Et la 3e barre vous indique que dans près d'un tiers des cas, les personnes répondent que le passeport a incité à tenir compte des aspects de performance énergétique, parce qu'ils avaient des projets de travaux sans savoir quid de la question de la performance énergétique. Et dans 20% des cas, les personnes ont répondu que le passage de l'expert leur avait permis de revoir à la hausse leur niveau d'exigence et les performances associées aux travaux envisagés. Donc ça, c'est un énorme plus. Et enfin,
en proportion à peu près égale, 20% aussi, on a des personnes qui nous répondent d'avoir avoir décidé de traiter des lots en plus, donc intégrer la ventilation qu'ils n'avaient pas pensé, intégrer voilà, un autre lot technique dans leur projet, et donc augmenter l'enveloppe globale de leur projet. Et on voit donc que le passeport ici, dans cette, en tout cas dans cette phase qui a été expérimentée aujourd'hui, il agit comme un tremplin, un accélérateur vers les travaux, passer de l'idée à l'arbitrage, et en embarquant la performance énergétique. On a évidemment profité de l'occasion pour poser la question du modèle économique, comment les deux parties voyaient l'aspect financier autour d'un passeport. Alors par rapport aux propriétaires, donc l'avis des propriétaires, c'est que pour ce genre de prestations, en tout cas de services rendus, on constate qu'en moyenne, ils sont prêts à débourser une somme d'environ 100 € TTC. Du côté des passeporteurs, c'est à peu près cohérent avec l'idée de la demi-journée, d'une prestation d'une demi-journée qui l'évalue en moyenne à 400 € TTC. Donc un faible reste à charge de 25%. Et finalement une place à occuper sur un reste à compléter du coup par des subventions ou d'autres modèles économiques à imaginer. J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui, mais comme je rappelle qu'il y a des éléments complémentaires et un détail plus exhaustif qui sera disponible. Voilà, merci. Merci Benoît, je te rends la parole. Alors, merci Guillaume. Alors simplement, on va passer à une première session de questions. On voulait mettre en perspective quelles sont les opportunités qui, selon nous, permettraient d'envisager le déploiement, le portage du passeport efficacité énergétique. Alors, bon, comme vous le savez tous, j'imagine, il y a eu une annonce du plan rénovation énergétique du bâtiment. Alors, il y a un certain nombre de thématiques dans ce plan. Pour aller droit au but, il y en a une qui nous intéresse en particulier, qui est dans l'axe 2, action numéro 9, qui est que l'État va lancer une réforme, notamment sur le diagnostic de performance énergétique pour essayer de les fiabiliser. Et dans cette idée-là, il y a l'idée de joindre des passeports rénovation énergétique pour les logements les moins performants. Et donc évidemment, pour Expérience P2E et compte tenu des travaux que l'on mène, ça représente une opportunité pour nous de faire entendre la vision que l'on peut avoir nous du passeport efficacité énergétique, de sorte à ce que ça aide à définir un cadre qui pourrait embarquer la démarche, la logique du passeport efficacité énergétique pour renforcer les DPE. Donc ça c'est un premier sujet. Mais il y en a d'autres, et donc j'en ai parlé un petit peu au départ. Donc je vais essayer de vous donner une image pour que ce soit clair pour vous du lien entre le carnet numérique de suivi d'entretien du logement et du passeport efficacité énergétique. Le carnet numérique, c'est une sorte de contenant, d'une certaine façon, qui permet d'agréger toutes les informations relatives au logement, relatives au bâtiment. Et dans ce contenant, il y a un certain nombre de contenus, et le passeport efficacité énergétique, lui, est une partie de ce contenu, et il concerne la brique amélioration progressive des performances énergétiques du logement. C'est comme ça que c'est traduit dans la loi TECV. Donc ce carnet numérique qui s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels se doit d'embarquer une logique qui permettrait de faire des propositions pour améliorer la performance énergétique du logement. Et compte tenu de l'interopérabilité, disons le lien naturel qu'il peut y avoir entre le passeport et le carnet numérique, aujourd'hui nous, on a fait la démarche de travailler avec un certain nombre de lauréats de l'expérimentation lancée par le plan de transition numérique du bâtiment sur l'année 2017 pour expérimenter le carnet numérique de suivi d'entretien du logement. Donc j'imagine que certains d'entre vous ont suivi ce sujet-là aussi. Il y avait 11 lauréats qui ont été retenus, dont certains sont positionnés sur la cible, sur le périmètre de la maison individuelle et de la rénovation. Et donc j'ai mis les 3 lauréats avec lesquels on a commencé à travailler sur le sujet, à savoir EDF COSI qui développe le Homebook, c'est le nom de leur carnet numérique, avec Qualitel aussi qui développe mon carnet logement, et également, et en lien avec l'ALEC d'Angers-Loire Métropole, Wiki Habitat qui est porté par Nova Build
et la société EP qui développe la plateforme EasyGlue que peut-être certains d'entre vous connaissent. En fait, les réflexions qu'on a sur ce sujet, donc je vous ai mis ça pour simplement dire simplement pour mettre en perspective le fait qu'on était conscient qu'il y a certes le sujet du carnet numérique, mais finalement des outils qui sont actuellement utilisés, actuellement en vigueur, il y en a un certain nombre. Donc la vocation du passeport efficacité énergétique, c'est pas de tous les remplacer. Voilà, on élimine tous ces outils-là qui sont d'ores et déjà utilisés par un certain nombre d'acteurs de la filière, mais plutôt de voir avec lesquels il est possible d'envisager une passerelle. Alors, typiquement une passerelle qui pourrait se formaliser à travers un modèle de structure de données qui pourrait être le XML, mais bon, c'est vraiment pour l'exemple qu'on a mis ça là. Ça permet simplement de rappeler le fait qu'il y a déjà donc, beaucoup d'outils qui existent, que le passeport n'a pas vocation à les remplacer, on a plutôt vocation à les faire discuter. Et là, le sujet qui s'offre à nous maintenant là, pour les prochaines phases de l'expérimentation, c'est de voir de quelle manière on peut faire ça en bonne intelligence, voilà, et rendre tout ça complémentaire. Alors, il y a aussi un sujet sur lequel on a décidé et qui est en train d'évoluer, puisque ça fait depuis un certain temps maintenant que l'idée que la performance énergétique doit être embarquée. Je pense que c'est un constat qui est largement répandu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour le passeport, il faut se poser la question de savoir à quel moment il paraît être le plus pertinent et comment il permet finalement de qualifier les informations tout au long du process de la chaîne de confiance sur un projet de rénovation. Et ça veut dire que d'ores et déjà au départ, il faut se poser la question de quelles sont les occasions de travaux qui se présentent pour pouvoir embarquer la performance énergétique. Alors, on a mis une liste d'occasions de travaux à titre d'exemple, mais on a un volume qui est assez conséquent qui est repris par ces occasions de travaux, et typiquement les transactions immobilières. Pour rappeler quelques chiffres, le volume de transactions immobilières sur l'année 2016 était supérieur à 800 000, et je crois que sur l'année 2017, il est proche des 1 million, sinon plus. Vous me corrigerez si je dis une bêtise. Sur les occasions d'entretien et de maintenance, c'est-à-dire que le logement vit sa vie, puis il a besoin de temps en temps de faire, il fait l'objet de temps en temps de travaux, et donc c'est autant d'occasions là aussi d'embarquer la performance énergétique pour pouvoir faire des travaux à des niveaux de performance énergétique qui permettent de tenir les objectifs fixés par l'État. Et donc typiquement, ça peut concerner les murs, ça peut concerner les toitures, ça peut concerner le vitrage, etc. Il y a évidemment c'est pas vraiment une occasion de travaux, mais en tout cas c'est une situation qui appelle à une réponse. C'est la précarité énergétique, notamment les passoires thermiques. Et donc sur ce sujet-là, le passeport efficacité énergétique doit apporter des réponses, et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Il y a une autre occasion qui est l'adaptation du logement au vieillissement. Voilà, puisque la population vieillit, il y a aussi besoin de répondre à cette problématique-là. Il y a ce que l'on a appelé, nous, alors, rénovation plaisir, entre guillemets, ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens qui ont les moyens de faire des travaux de rénovation, typiquement des propriétaires qui ont fini de rembourser leurs prêts, et donc qui veulent engager des travaux et qui peuvent à ce moment-là aussi être dans la perspective de faire des travaux qui embarquent la performance énergétique à des niveaux qui sont ceux proposés par le passeport efficacité énergétique. Et enfin, il y a encore une fois, ce sont des exemples, il y en a sans doute d'autres, vous avez peut-être d'autres idées, mais il y a aussi l'occasion de la prévention, du préventif et du curatif dès lors qu'on est dans le cas des sinistres. Voilà. Donc toutes ces occasions, selon nous, permettent d'embarquer la performance énergétique, et c'est bien suivant l'intérêt que peuvent avoir les propriétaires qui se trouvent dans chacun de ces cas qu'il faut être capable de les intéresser pour pouvoir faire des économies d'énergie derrière. Parce que le fait de dire on va faire une rénovation énergétique, c'est super pour vous, ça on sait aujourd'hui que les propriétaires n'y croient plus du tout. Voilà. Et donc la logique du passeport, c'est bien aussi de se mettre un peu en phase avec cette approche-là, et finalement de traduire ça sous une question qui pourrait être celle-là, c'est comment faire en sorte que tout chantier qui débute ou toute transaction immobilière qui se réalise, d'être aussi une part de rénovation énergétique. Et donc ça c'est très important. Voilà. Donc ce sont des opportunités
sur lesquels il faut qu'on avance côté expérience P2E. Évidemment, il y en a d'autres. Et donc là, ce que je vous propose à ce stade, c'est de vous donner la parole et d'échanger à partir des éléments qu'on vous a présentés. Sachant que tout de suite après, on appellera nos intervenants passeporteurs pour venir faire un premier témoignage de l'expérimentation sur la phase 2. Alors, si on pouvait faire passer les micros, s'il vous plaît. Et alors, il est 15h, presque 15h20. Ce que je propose, vu qu'on est un petit peu en retard sur le timing, c'est qu'on se laisse 10 minutes, un quart d'heure. Je pense que ça semble pas mal. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Donc, Hélène Pulse, EDF. J'avais 2 questions. La première, c'était par rapport à une précision sur le profil des maisons qui ont fait l'objet du passeport efficacité énergétique. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de maisons des années 80 ou 90. Je voulais savoir si c'était un parti pris ou pourquoi ne pas avoir sélectionné des maisons plus anciennes au regard de l'âge moyen du parc existant, qui est plus ancien. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question concerne les évolutions de la loi de finances 2018 qui prévoit l'éligibilité de l'audit énergétique préalable à des travaux de rénovation. Donc je voulais savoir si le passeport efficacité énergétique pouvait rentrer dans ce cadre d'éligibilité. Voilà. Merci. Alors, sur l'année des maisons, on a été jusqu'à 1990. C'est-à-dire pour avoir un maximum de propriétaires qui puissent s'inscrire à l'expérimentation. Voilà. Donc évidemment, les maisons qui étaient construites avant 1975 étaient aussi les bienvenues à participer. Concernant le cadre de la loi finance par rapport à la place du passeport efficacité énergétique, en fait, c'est vraiment un sujet sur lequel nous, on travaille. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on est là devant vous, on vous présente un point d'étape et toutes ces actualités, en fait, qui nous concernent, on essaie de trouver des liens, des passerelles pour faire en sorte que le passeport efficacité énergétique puisse être intégré dans ces réflexions-là. Voilà. Oui, Florence Liévin, déléguée générale de l'association Coinov sur la complémentarité des énergies. Moi, j'aurais voulu revenir, que vous puissiez nous amener des compléments sur les 20% a priori de cas dans lesquels on n'a pas de combinatoire. Est-ce que ça veut dire qu'on a 20% de logements sur lesquels on ne pourra pas atteindre le BBC Réno ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'entendre ? Ou est-ce que c'est que les combinatoires qui ont été imaginés à ce jour ne permettent pas ? En fait, c'est au dire de l'expert, selon un certain nombre de saisies d'entrée. Selon lui, est-ce que dans ce cas-là, je peux mettre une double flux, une simple flux, voilà. Est-ce que je peux faire une ITI, une ITE, quel type de... en concertation toujours aussi avec le besoin et le projet du propriétaire. À l'issue de ce nombre de saisies d'entrée, on arrive ou pas effectivement à une combinatoire précalculée. Et si on n'arrive pas à une de ces combinatoires-là, on proposera des niveaux d'exigence pour chaque lot qui sont au minimum celles du CITE. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ça répond à la question. Oui, bonjour, Thibaut Gimond de la Fédération française du bâtiment. Moi, ça rejoignait un petit peu la remarque de madame. Je me posais la question par rapport à cet audit énergétique qui est éligible au CITE en 2018. Alors, c'est pas encore opérationnel, mais ça le sera, parce que c'est finalement à peu près la même finalité que le passeport, sur lequel on avait travaillé avec vous, dans le sens où il faut remettre un rapport au particulier qui fait de la prescription de travaux avec solution BBC qui peut être fait en plusieurs étapes. Donc on est à peu près sur les mêmes finalités. Je pense qu'il faut peut-être, pour éviter de brouiller le message auprès des particuliers, clarifier la situation entre vraiment les différences ou les plus-values entre ce dispositif passeport et ce nouveau dispositif audit énergétique éligible au CITE, pour lequel on a de la subvention publique en plus, quoi. Donc voilà, c'était juste cette remarque. Tout à fait. Alors, quand Guillaume me présentait la slide sur les coûts, évidemment que ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir nous sur la façon dont le passeport efficacité énergétique pourrait être financé aussi. Aujourd'hui, le cadre du CITE
il permettrait au passeport efficacité énergétique d'être compatible, sachant que l'objectif quand même, c'est à un moment donné d'être capable de dire les calculs thermiques, bon, on en aura sans doute besoin, mais peut-être pas dans la perspective de lancer le chantier de la massification sur 16 millions de logements. Voilà. Et c'est un petit peu la posture qu'on a, nous, à Expérience P2E, face au cadre du CITE actuel. Et on essaie de voir de quelle manière, finalement, le CITE permettrait au passeport d'être intégré dans ces démarches d'audit. Oui, bonjour. Benjamin Giron, du cabinet Indigo. J'ai une question moi, qui rejoint un petit peu ce que vous disiez en conclusion. C'est est-ce que vous envisagez, dans le cadre de votre étude, l'automatisation et le fait de pouvoir se passer d'une visite ou pas? En disant, est-ce qu'en se basant sur... parce qu'effectivement, on le voit bien, hein, une visite, 16 millions de logements, vous l'avez dit, 16 millions de visites, est-ce que c'est un préalable nécessaire ou est-ce qu'on peut avoir un retour d'expérience qui permet de dire, sur la base des données, aujourd'hui, qu'on a de plus en plus, qu'on va avoir à l'échelle d'un territoire, l'âge du bâtiment, la situation géographique, pour envisager une massification compte tenu des urgences? Ou est-ce que c'est des choses que vous regardez? Alors, je vois que c'est une bonne question parce que ça donne envie de s'agiter. Alors, c'est évidemment une réflexion qu'on mène au sein d'Expérience P2E. Quand on est dans la dynamique de détecter le potentiel d'amélioration du logement pour donner les bonnes informations au bon moment aux propriétaires, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, on peut imaginer le fait qu'un échange à distance, une plateforme web à distance puisse aider le propriétaire à réfléchir à un projet de travaux. Mais ce que l'on constate, nous, c'est que sur la phase 2, la première phase de test en conditions réelles, le fait d'avoir un expert qui va sur site, c'est ça aussi la valeur ajoutée de la démarche du passeport efficacité énergétique. Alors, est-ce que ça veut dire que pour massifier la rénovation, il faut obligatoirement pour chacun des cas avoir un expert qui se déplace? On a besoin de continuer notre expérimentation pour vraiment apporter une réponse définitive à cette question-là. Mais ce que l'on constate nous aujourd'hui, c'est que l'expert a une valeur ajoutée, et c'est indiscutable, pour aider le propriétaire à mûrir son projet de travaux et à passer à l'acte derrière. Oui. Oui, bonjour, donc Jérôme Gattier, plan bâtiment durable. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que du point de vue du ménage, ou est-ce que du point de vue de l'auditeur, vous avez eu des cas où soit ils ont eu envie ou ressenti le besoin, ou le débat s'est instauré sur le fait de faire des travaux autres que de performance énergétique et qu'ils ont eu une frustration de ne pas pouvoir inscrire ce programme de travaux en complément des autres dans le même outil? J'ai une anecdote, j'ai un cas qui me vient en tête, c'est notamment celui où finalement il y avait un besoin d'extension, donc qui finalement là était plus du tout dans le cadre, dans le périmètre qu'on s'était fixé. Là c'était une architecte, je crois, qui du coup a pu proposer une prestation d'extension, puisque là c'est du neuf. Mais après sur des besoins par exemple de rénovation confort, j'ai pas d'exemple en tête. Peut-être que les mieux placés, ce sont les personnes qui ont fait les cas. J'ai cet exemple-là, mais toujours est-il qu'il y avait forcément, comme les gens s'étaient inscrits dans cette démarche-là, ils savaient où ils allaient, et quelque part ils ont été conseillés sur la partie existante dans ce cas-là. Après, sur des périmètres plus larges et qui sortaient de l'expérimentation, on n'a pas beaucoup de retours. Benoît. Non, mais j'allais dire, ça ferait une bonne transition avec vos interventions. Mais effectivement, vous êtes les mieux placés parce que vous avez eu des cas assez concrets. Et nous, en fait, on n'a pas eu accès directement aux échanges entre les experts et les propriétaires. Donc, les propriétaires, on leur a posé un certain nombre de questions et ça se traduit par les résultats qui sont là. Effectivement, peut-être que les passeporteurs pourront témoigner sur cet aspect-là. Mais bon, de toute façon, on sent bien que là, on avait un échantillon de propriétaires qui étaient quand même concernés par la question. Il reste quand même le sujet de savoir comment on est capable d'intéresser l'ensemble des propriétaires pour être dans une logique de massification. Et on sait que la rénovation énergétique, c'est pas ce qui permettra de déclencher. En fait, c'est pas le seul argument qui permettra de déclencher. Mais ça, c'est un constat qui est déjà partagé. Voilà.
Alors, je propose de prendre une dernière question et ensuite d'appeler à la barre nos amis passeporteurs pour votre témoignage. Bonjour, Adrien Rosy, Société Mon Passeport Rénovation. Je voulais savoir quelle était la place ou l'intérêt du calcul thermique dans le passeport, puisque les combinatoires peuvent visiblement s'y substituer. Alors, justement, le principe, c'est de dire que sur le périmètre de la maison individuelle, a priori, on peut se passer de calcul thermique, énergétique, quelle que soit la méthode de calcul d'ailleurs. Le but étant finalement de valoriser l'expertise de l'expert qui se déplace sur site pour identifier le potentiel d'amélioration du logement et donc donner envie au propriétaire en fonction de ses besoins. Voilà. Donc le fait qu'il y ait des calculs thermiques, c'est une bonne chose s'il y en a vraiment besoin. Parce qu'il y a des cas pour lesquels on pourrait aller vers des calculs un peu précis et on ne revient pas sur ça. Mais la démarche du passeport, c'est vraiment de se positionner au tout départ pour détecter le potentiel d'amélioration du logement. Et donc là, on estime qu'il n'est pas nécessaire de rentrer dans cette logique où il faudrait faire des calculs pour l'ensemble des maisons individuelles parce que à ce moment-là, justement, pour rebondir sur l'autre question, on aurait du mal à tenir la fréquence de la massification compte tenu des objectifs. Voilà. Alors, je vois qu'il y a juste une dernière question. On va prendre votre question et après on va passer au témoignage. Merci. Dominique Lefebvre, Renocop. Moi, j'avais une question, d'autant que votre président est aussi cofondateur de Renocop, qui est de l'utilisation des méthodes de relevé numérique. Bon, on a parlé des scans 3D, etc., mais maintenant avec d'autres technologies qui arrivent, qui permettent de fiabiliser la donnée, d'une part, en vue de qualifier finalement une analyse des travaux à exécuter, mais en même temps qui peut être utilisé comme un outil de marketing auprès des clients et des habitants ou des propriétaires occupants. Alors c'était pas vraiment une question, c'était plutôt une... Non, mais c'est l'intégration finalement de ces méthodes numériques dans le passeport. Complètement, alors effectivement, c'est un sujet dont on parle déjà au sein d'Expérience P2E avec Franck qui connaît très bien le sujet. Il y a une vraie volonté de voir de quelle manière on peut articuler ces dynamiques-là avec la démarche du passeport efficacité énergétique. Mais c'est un vrai chantier pour le coup, mais sur lequel il faut qu'on soit aussi capable, nous, d'avoir un certain nombre d'éléments de réponse parce qu'effectivement, en plus, c'est un sujet qui est devant nous, pour lequel on doit voir quelles sont les façons de créer des passerelles ou de rendre interopérable une démarche de passeport, efficacité énergétique, avec des outils comme cela. Très bien. Alors, je propose à nos intervenants, s'il vous plaît, de venir nous rejoindre à la tribune. Alors, je commence. On va faire par toi, Véronique, faire de gauche à droite. Alors, on a la chance d'avoir 3 experts en rénovation qui ont participé à la première phase d'expérimentation. Donc, on a Véronique Guton, j'essaie de régler le micro, qui est alors architecte des PLG, inscrite à l'ordre depuis 1982. Si je dis des bêtises, vous aurez le loisir de pouvoir corriger. Le sujet de la rénovation, c'est quelque chose qui est important pour toi puisque tu as suivi un certain nombre de formations sur le sujet, en particulier des rénovations sur la basse, des formations sur la rénovation basse consommation auprès d'Olivier Sidler et aussi des formations en lien avec le label RGE. Et tu es vice-présidente de l'UNSFA et tu as participé à la création, et ça c'est intéressant, d'une association d'architectes de la rénovation. Ensuite, à ta droite, Véronique, Mathieu Lounès, qui a plus de 5 ans d'expérience sur le sujet de la rénovation énergétique et en particulier dans le service public. Et aujourd'hui, Mathieu, tu es ingénieur environnement au sein d'un bureau d'études OCR à Lille. Et pour l'anecdote, en fait, il se trouve que Mathieu, on a le droit de le dire, pour l'anecdote, Mathieu a participé à la phase 2 de l'expérimentation du passeport efficacité énergétique en tant que conseiller au sein du dispositif Octave, dont Mathieu Flao nous parlera. Et il a rencontré le bureau d'études OCR chez lequel il travaille aujourd'hui grâce à l'expérimentation du passeport efficacité énergétique. Donc l'expérimentation, ça crée des vocations aussi. Et enfin, Christian Smoliga, qui est dirigeant d'une agence qui appartient au groupe BDSA et la marque FCA, c'est ça, et spécialisé dans la réalisation de rénovation thermique des logements, dont une approche tout corps d'État.
Voilà. Surtout rénovation énergétique. Alors, on devait avoir la présence de François Vidal, notre bureau d'études, mais qui est basé à Bordeaux, et malheureusement, à cause des aléas climatiques, il n'a pas pu être présent. Toutefois, bon, il m'a passé des informations et je pourrais faire des interventions en son nom et sans plus attendre. Alors, là, on va faire un jeu de questions-réponses. On pourra vous passer la parole aussi parce que j'imagine que vous aurez des questions. Alors, je vais commencer par toi, Mathieu. Donc, ce qui est intéressant, c'est le fait que tu aies la double casquette, en fait. Aujourd'hui, tu parles en tant que bureau d'études thermiques actuellement OCR, mais tu as une expertise dans le service public et c'est aussi ce qui nous intéresse. Et vu que tu as participé au premier test en conditions réelles, toi, de ton point de vue, quel intérêt, valeur ajoutée tu as vu dans la démarche du passeport, notamment en lien avec tes activités? Donc du coup, il y a deux points de vue à avoir. Le point de vue conseiller énergie, service public, la casquette que j'avais auparavant. Pour nous, c'était la possibilité que le passeport il devienne un outil de suivi pour la rénovation par étapes. On connaît les objectifs de division des consommations qu'on doit atteindre. On sait aussi que la rénovation complète et performante, elle n'est pas accessible à tous ou pas forcément désirée par tout le monde. Et le passeport, ça permet de laisser une trace du passage, de donner des idées des performances à atteindre et une programmation très simplifiée des travaux. Donc ça, c'était l'avantage d'avoir un outil qui est globalement assez rapide et simple à utiliser et de laisser quelque chose chez le particulier, quitte à ce qu'il puisse nous recontacter ensuite lors des phases travaux. En tant que BET, le passeport, c'est une nouvelle proposition commerciale, entre guillemets. Pour moi, c'est pas tout à fait comme un audit énergétique. On a des calculs théoriques, etc. à rentrer. Ça se fait quand même beaucoup plus rapidement. Donc c'est une proposition commerciale qui sera moins chère et qui peut quand même combler un vide, notamment sur la maison individuelle où on sait qu'on réalise finalement très peu d'audits énergétiques. Voilà ce que j'en pensais. Vaut mieux un passeport énergétique avant qu'une expertise pathologique après, quoi. Et je crois qu'on partage tout ce constat. Véronique, j'ai envie de te poser un petit peu la même question. Comment toi, à travers la participation à l'expérimentation, tu as perçu la valeur ajoutée du passeport efficacité énergétique dans tes activités en tant qu'architecte? Alors, moi, je vais préciser effectivement que je suis architecte conseil aussi auprès d'une commune, d'une grande commune, et à ce titre-là, je vois passer énormément de permis de construire, de déclarations de travaux, parce que je les vois tous, et ça me donne aussi une idée de ce qui se passe en ce moment au niveau de la rénovation énergétique pour les particuliers. Voilà, on en reparlera un peu plus tard. Pour répondre effectivement à la question de quelqu'un là qui a posé une question, savoir si on pouvait massifier les passeports rénovation sans se déplacer. Moi, je répondrai tout de suite qu'un bâtiment, ça se voit, ça se sent, ça se respire, et dès qu'on rentre dans un pavillon, on voit tout de suite les failles de ce pavillon et on voit tout de suite où l'on doit faire des travaux. Donc je ne pense pas que ça puisse se faire via un ordinateur et à distance. Voilà, ça c'est pour répondre à la question. Par contre, moi j'ai trouvé que ce passeport c'était intéressant parce qu'on travaille aussi au sein de l'UNSA, du syndicat des architectes, sur le passeport architecte, parce qu'on veut effectivement créer une caste d'architectes spécialisés dans la rénovation. Et j'ai trouvé que cet outil était intéressant parce que donc nous on est en train d'en mettre en place un en parallèle et que je pense que c'est intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. C'est un outil qui nous a permis très rapidement et de façon pas très chère effectivement, parce que ça m'a permis de passer 2 heures sur chaque pavillon ou maison, en sachant que pour répondre à une autre dame, moi j'ai eu surtout des pavillons fin 19e siècle, donc des beaux bâtiments avec une valeur patrimoniale intéressante. Et ça m'a permis donc d'avoir une vision globale et précise donc du bâtiment, de pouvoir rentrer tout de suite suite à la visite et d'avoir donc un retour au niveau énergétique grâce à ce logiciel. Ça m'a permis aussi de regarder la priorité des travaux à exécuter. Ça m'a permis de voir comment on pouvait aussi les planifier dans une certaine cohérence technique, parce qu'il ne s'agit pas de faire les travaux dans tous les sens et à l'envers,
comme quelqu'un qui avait soumis sa proposition pour candidater et qui avait dit moi j'ai tout fait, j'ai tout isolé, j'ai isolé le plancher, les murs, j'ai changé les fenêtres, j'ai fait les combles, etc. avec des superbes épaisseurs. Je crois que j'ai rien à faire. Ben, si, il avait oublié l'essentiel, il avait oublié la ventilation. Donc il avait créé une cocotte minute. Donc ça, il faut absolument qu'il y ait des intervenants qui fassent les passeports et qui en fait fassent les passeports parce que c'est le généraliste et qui détecte un peu les failles dans le bâtiment. Bon, ça m'a permis effectivement de donner une fourchette de prix. Alors je pense que la fourchette de prix, elle pourrait être plus affinée maintenant parce qu'elle était assez large. Du coût des travaux et en même temps d'esquisser un plan de financement. Bon, en tant qu'architecte, je trouve que moi j'ai un avantage par rapport à un bureau d'études par exemple, c'est que j'ai fait un diagnostic fonctionnel spatial et l'audit patrimonial. Donc ça m'a permis d'apporter des réponses aux particuliers quand je leur suggérais de faire de l'isolation de façade et qu'ils avaient un très beau bâtiment. Ça me permet très vite de leur apporter une solution technique, voilà, pour pas dénaturer la valeur patrimoniale et au contraire pour leur permettre qu'avec cet outil Espace-Sport, ça a permis finalement de leur montrer que l'on pouvait respecter le patrimoine architectural qu'ils avaient, ou alors, quand la maison était pas belle, le valoriser justement par l'isolation. Merci Véronique. Christian, ton point de vue à toi également sur la valeur ajoutée du passeport en tant qu'entreprise? En tant qu'entreprise, en fait, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit juste avant. Le principe, c'est de réaliser, en fin de compte, une photo à un instant T d'une maison qui permet, en l'occurrence, avec le client, et de lui faire prendre conscience des difficultés qu'a sa maison et d'identifier les lieux et les causes des déperditions énergétiques. Ce qui permet d'améliorer le débat entre le professionnel et le client. C'est plus aisé de discuter ensemble et du type de travaux et des investissements effectivement qu'il faudra prioriser. Et ce passeport énergétique, de façon plus simple et concrète, améliore en fin de compte la vision que peut avoir le client du professionnel par rapport à l'expérience que nous on peut avoir et qu'on peut leur amener dans la rénovation. Donc ça renforce finalement l'idée de la confiance, du tiers de confiance en fait que vous pouvez représenter pour les propriétaires au moment où vous vous présentez dans cette démarche. Exactement. Ouais. Ok. Alors j'aimerais redonner la parole à Mathieu. Cette question-là s'adresse à toi, notamment sur le point de vue, et c'est en lien avec finalement le parcours client, du point de vue d'une plateforme territoriale de la rénovation énergétique. Alors, Guillaume a parlé tout à l'heure de conseillers. Alors, il y a les espaces info-énergie. Je fais juste une petite précision parce qu'il y a quand même des subtilités entre tous les acronymes, etc. C'est des fois difficile à suivre. Donc, il y a les conseillers espaces info-énergie qui peuvent recevoir des propriétaires au sein de leur établissement et leur délivrer des conseils, éventuellement répondre au téléphone. Tu me corrigeras, pareil, si je dis une bêtise par rapport à ça. Et puis, il y a aussi un autre dispositif qui est complémentaire, qui sont les plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Et donc là, on a un conseiller énergie plateforme, qui est collègue avec le conseiller énergie de l'espace info-énergie, et lui avait la possibilité aussi de pouvoir se déplacer pour réaliser des visites sur site et conseiller le particulier. Et justement, compte tenu du fait que la démarche du passeport efficacité énergétique, elle appelle aussi cette relation de confiance à travers une expertise donnée d'un passeporteur qui vient sur site, pour toi, quel doit être le rôle finalement du conseiller énergie d'une plateforme dans ce contexte-là? Voilà. En effet, il y a les dispositifs du service public qui sont quand même assez nombreux et parfois il y a des besoins de simplification pour la lisibilité du particulier ou des partenaires privés. Il existe beaucoup de types de plateformes de la rénovation différentes parce qu'il y a plusieurs expérimentations qui sont en cours sur le territoire national. Il y a des besoins territoriaux qui sont différents, donc du coup on a des réponses des plateformes qui sont différentes. On travaille tous dans un but commun, c'est-à-dire qu'on essaie de catalyser les énergies positives pour atteindre des objectifs nationaux, européens ou internationaux.
On travaille sur différents secteurs. Il y a la structuration de la filière bâtiment, entre guillemets, travailler sur des groupements d'artisans, travailler sur de l'expertise plus simplifiée. Le besoin de passeport, il avait été... Enfin, il y avait un besoin d'avoir un nouvel outil pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne va pas vers de la rénovation globale et performante. Il y a le travail de faire mûrir aussi le marché, qui est quand même un marché qui est assez conséquent. On sait que le potentiel en plus d'emplois délocalisables est faible sur ce marché-là. Donc il y avait tout un travail sur la pédagogie pour convaincre, rassurer, motiver les maîtres d'ouvrage d'aller sur la rénovation énergétique. On travaille aussi sur la lutte contre la précarité énergétique et le mal logement. Donc dans tout ce cadre, le passeport, ça peut répondre à un besoin. Ça va nous permettre d'avoir un outil de suivi dans le temps, si on se dirige vers cette option-là, et un rendu qui sera systématiquement donné aux particuliers avec des informations clés pour suivre sa rénovation, pour avoir atteint des critères. Et puis on a la visite à domicile qui permet d'expliciter aussi ces critères. Qu'est-ce qu'une résistance thermique ? Comment ça se calcule? Peut-être pas aller jusque-là, mais au moins comprendre comment se jouent les critères de performance sur la rénovation. Donc moi, la plus-value, elle était là-dessus. En effet, le service public, quelques conseillers ont la possibilité de se déplacer, pas tous. Le passeport, ça permet aussi à différents acteurs de la rénovation énergétique de se rendre à des coûts plus compétitifs. Globalement, quand on voit le propriétaire qui est prêt à mettre 100 €, bon, 100 €, on ne peut pas faire grand-chose globalement, mais c'est vrai que sur un budget de 400 € qui est plus ou moins 2 fois moindre qu'un audit, on pourrait quand même avoir un volume plus conséquent et donc avoir des conseils plus avisés pour envisager la réno. D'accord, donc un rôle un petit peu de mise en cohérence et d'articulation des acteurs sur le territoire par la PTRE, avec au centre de ça une personne qui connaît le sujet et qui est capable finalement de discuter avec l'ensemble des acteurs pour savoir qui intervient et à quel moment. En fait, mettre le bon interlocuteur au bon moment en fonction des besoins aussi du propriétaire. C'est pas facile. Ouais, effectivement, c'est pas facile. Alors, le sujet de la massification de la rénovation, ça appelle forcément un certain nombre de réflexions. Alors, Véronique, tu rappelais que tu étais architecte conseil, que tu voyais passer un certain nombre de dossiers, et c'est assez précieux. Quels sont, selon toi, les axes prioritaires sur lesquels les efforts, finalement, doivent être concentrés si on voulait inscrire, finalement, la démarche du passeport dans cette optique de massification? Voilà. Quels sont finalement les points de vigilance dont je parlais tout à l'heure? Il y a les points de vigilance techniques sur la rénovation performante par étape, mais aussi où est-ce qu'on doit mettre notre énergie pour vraiment faire en sorte qu'on ait un effet de levier pour massifier la rénovation? Alors, c'est vrai que non seulement je suis architecte conseil, mais aussi j'ai le plaisir de faire plusieurs salons de la rénovation, que ce soit de la rénovation pour la maison individuelle organisée par PAP, pour pas les nommer, Porte de Versailles, durant plusieurs années. Parce que là, cette année, c'est la deuxième fois que l'on l'a fait, et puis sur le salon de la copropriété aussi. Donc, ça m'a permis de voir un peu l'attitude du particulier vis-à-vis de la rénovation énergétique, qui est vraiment pas quelque chose qui accroche forcément les gens, surtout quand ils vous disent, mais nous, on est là dans la maison que pour 7 ans, on va pas y rester plus longtemps, donc on va pas faire des travaux conséquents et de rénovation à partir du moment où on n'aura pas le retour sur investissement. Donc les gens ne sont pas très citoyens, entre parenthèses. Et les particuliers, on s'aperçoit que finalement, quand ils ont un problème, quand ils veulent faire une salle de bain, c'est pour répondre à quelqu'un qui avait posé la question tout à l'heure des travaux de décoration, de savoir, bon, quand ils ont besoin de faire une salle de bain, quand ils ont besoin de faire des placards, de faire une cuisine, etc., à ce moment-là, ils cherchent quelqu'un, ou même quand on a eu le cas effectivement de quelqu'un qui voulait changer sa chaudière parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait une subvention possible et tout, ben, les gens vont chercher quoi? Ils vont chercher un particulier, il va chercher un artisan, il va chercher sur Internet, il va éventuellement aller se balader dans les salons pour essayer de trouver l'information. En fait, il va chercher des informations plutôt gratuitement, un peu à droite et à gauche. Donc ça, c'est un écueil sur lequel il faut absolument lutter parce qu'il va rarement chercher un professionnel compétent
pour son projet. L'idée, c'est que moi, je vois quand on a un chauffagiste, par exemple, qui vient chez un particulier pour lui changer sa chaudière, il trouve ça très dommage parce que changer sa chaudière qui fonctionne encore, on se dit que cet argent-là, il faudrait mieux de le mettre dans de la rénovation énergétique et isoler complètement sa maison plutôt que d'investir l'argent dans une chaudière. C'est la dernière chose qu'on change quand on fait de la rénovation énergétique en principe. Donc, pour massifier la rénovation des maisons, ça passe justement par l'utilisation du passeport rénovation. Et ça, je pense que c'est un élément fondamental avant de faire avant d'entreprendre toute rénovation énergétique. Donc je trouve que pour massifier, il faut davantage développer ce passeport et pour moi, il faut le rendre incontournable. Il faut absolument trouver des moyens de le faire subventionner. Alors, il y a des régions, il y a la région PACA qui avait instauré ça et qui prenait en charge ce passeport rénovation énergétique ou passeport, enfin nous on l'appelle passeport rénovation architecte. Ce passeport, il faut absolument qu'il soit pris et financé, c'est ce que venait de proposer effectivement Benoît, à 70 voire 80% par l'État et ça permettrait de laisser que 100 € à la portée des clients et des particuliers parce qu'il faut absolument que le particulier y mette un peu d'argent sur la table, sinon ce sera jamais suivi d'effet. Et moi je suis encore plus dure parce que je trouve que le passeport devrait être rendu obligatoire et qu'on devrait le subventionner et que les subventions ne devraient être données aux gens que si le passage à l'acte est fait. C'est-à-dire que si les gens, effectivement, se mettent à entreprendre les travaux sur la base ou simplement d'une rénovation globale, s'ils ont les moyens, ou sur une rénovation par étapes, selon un plan d'échelonnement et un planning, donc je trouverais ça plutôt intéressant. Moi je suis un peu contre la rénovation par élément et le fait qu'on puisse donner des subventions aux gens quand ils rénovent un mur ou une couverture ou autre, parce que moi je vois des choses passer absolument épouvantables au niveau des déclarations de travaux et je trouve que on engendre des sinistres. Alors il suffit d'interroger notre mutuelle ou d'autres compagnies d'assurance pour s'apercevoir que la sinistralité augmente. Donc il est important de se faire accompagner par toute une filière de gens compétents, formés. Donc il faut monter en compétences un peu tout, aussi bien les architectes que les gens dans le bâtiment, les entreprises, etc. Quand on voit que le label RGE, par exemple, quand je suis sur un chantier pour faire une rénovation et que je vois que la rénovation est mal exécutée, que l'étanchéité à l'air est mal assurée, quand je dis à l'entreprise, mais vous êtes label RGE, et on gentiment me répond, mais madame, si je forme mes ouvriers sur le chantier, ou ils vont partir créer leur propre société, ou alors ils vont me demander une augmentation de salaire. Donc moi, j'ai pas envie de les payer plus cher. Monsieur, passez donc sur le chantier. Ah ben non, je peux pas passer sur le chantier. Vous comprenez, vu la quantité de chantiers que j'ai pas le temps de contrôler tous les ouvrages que j'ai à faire. Donc voilà. Donc je trouve qu'il faut absolument des contrôles. Non seulement il faut effectivement lier les subventions au passeport, pour moi rénovation et à la feuille de route, mais il faut aussi faire un contrôle en fin de chantier pour savoir si la performance énergétique qui était demandée à l'origine est bien celle qui est réalisée à la fin et qui est bien celle qui sera exécutée. Voilà. Bon alors après j'ai plein d'autres idées, mais bon. Merci déjà pour ça, Véronique. Oui. Alors, l'idée de la subvention du passeport, ça s'inscrit complètement dans les réflexions qu'on mène actuellement, notamment dans le cadre du CITE. Et nous, on est plutôt favorable à l'idée que le passeport efficacité énergétique puisse rentrer dans ce cadre-là. Ça, c'est tout à fait clair. Et je vais peut-être donner un droit de réponse à Christian sur ce que tu viens de dire. Mais il y a aussi un sujet qui est quand même intéressant parce que le passeport efficacité énergétique donc propose, en tout cas permet de générer une feuille de route de travaux et donc le fait de structurer un projet de rénovation par étape, est-ce que quelque part ça peut aussi renforcer la collaboration entre les différentes entreprises qui vont intervenir chez le particulier, les entreprises et les artisans qui interviennent chez le particulier au moment de faire des travaux?
Ça peut effectivement le faire. Pour répondre à votre question tout à l'heure par rapport aux entreprises qui effectivement sont pas forcément très qualifiées, ou en tout cas les ouvriers ne le sont pas, il existe aujourd'hui des possibilités. Nous, on a créé par exemple un label qui nous permet d'amener en fin de compte une dommage ouvrage, d'amener une vérification par un bureau de contrôle extérieur comme Promotelec. Et effectivement, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, parce qu'on voit de tout et n'importe quoi sur le marché de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, c'est clair. Pour revenir au passeport énergétique, il est clair que c'est plutôt, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, on peut dire que c'est un carnet de santé en fait, de la maison, et une feuille de route que doivent suivre justement les entrepreneurs. Et en l'occurrence, ça permet une cohésion entre les artisans et l'intervention de ces artisans, et pour au final, en fin de compte, amener quelque chose d'intéressant pour le client, déjà le conseil, et secondo, une réalisation de travaux qui soit conforme effectivement au niveau de la rénovation énergétique globale de leur maison. Merci. Alors, on va vous donner la parole. J'avais simplement envie de te faire réagir, Mathieu, et après j'arrête de vous embêter. Justement, on en parlait sur l'aspect passeport efficacité énergétique sans calcul, donc logique de combinatoire de performance énergétique. Aujourd'hui, tu as un bureau d'études, donc tu as pris un certain nombre de bonnes ou de mauvaises habitudes, je ne sais pas. Comment, du point de vue du bureau d'études, aujourd'hui, cette manière un peu simplifiée de réaliser un audit, elle est perçue? De toute façon, moi, j'ai mes idées personnelles et ensuite j'ai les idées d'un bureau d'études qui peuvent être un peu différentes par moment. Mais à mon avis, avec ou sans calcul, les études thermiques, audit énergétique ou le passeport, ça reste des outils d'aide à la décision. Que globalement c'est la phase chantier et réalisation qui sera la plus importante pour amener ou non les économies d'énergie qui étaient réalisables selon mon modèle de calcul. Donc là je rejoins ce qui a été dit auparavant. Je pense que c'est surtout sur les phases réalisation. Je pense que le BET est un prestataire de services intellectuels avant toute chose, que si le particulier n'a pas besoin d'avoir de calcul, n'a pas besoin d'avoir un montant exact d'économie d'énergie, à ce moment-là, moi je pense qu'il faut juste répondre à un besoin donné en fonction d'un budget qu'il a. Après, il y a des choses où on a nécessité d'aller sur des calculs, notamment il y a des subventions aussi qui dépendent d'un affichage calculé, comme les subventions de l'ANA. Donc là, ça pose d'autres problématiques. Donc je pense il faut identifier les besoins à la base et ensuite, avec ou sans calcul, pour moi, il n'y a pas de problème particulier pour la maison individuelle. Très bien, merci. Je propose qu'on prenne quelques questions si certains d'entre vous veulent prendre la parole. Jean-Luc Riguer, région Bourgogne-Franche-Comté. Comme on est un peu sur un champ concurrent passeport audit, est-ce que vous avez envisagé d'aller dans le sens d'un passeport sur la base d'audit? Alors, j'ai l'impression que la question est compliquée, mais en fait, elle est pas si compliquée que ça. Il faut faire la différence entre ce qu'est le DPE d'un côté, l'audit énergétique, et le passeport efficacité énergétique de l'autre. Pour donner une image qui avait été énoncée dans le rapport Piron-Faucheux, j'imagine que certains d'entre vous l'ont lu. On a le DPE qui propose un constat à un instant T, étiquette énergie-climat. On a l'audit énergétique qui, lui, propose, à travers une expertise sur site, des recommandations de travaux. Et en fait, le passeport efficacité énergétique s'appuie sur l'audit pour cette partie-là, mais propose de suivre les travaux parce qu'ils sont étalés dans le temps et à des niveaux BBC et SNBC compatibles à l'arrivée. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas. En fait, il n'y a pas de concurrence entre l'audit énergétique et le passeport. Après, tout dépend de la définition qu'on a du passeport ou de l'audit. Mais il me semble qu'on est plutôt dans une démarche complémentaire où le passeport permet de suivre les travaux dans le temps, ce que ne fait pas l'audit. Je précise ma question. Est-ce qu'on peut concevoir un passeport qui ne soit pas sur le modèle des solutions de référence, mais sur un modèle de calcul voilà. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on pourrait supprimer la méthode des combinatoires de performance énergétique au profit d'un moteur de calcul?
C'est ça la question. Alors, si on fait ça, a priori, on retombe sur la méthode de l'audit. Et l'objectif, finalement, à travers le passeport efficacité énergétique, c'est de dire on gagne du temps à ne plus faire de calcul, parce que si on veut être dans une logique de massification, je vais employer un terme qui est... on est dans une dynamique de standardisation, entre guillemets, dans le sens où on propose des bouquets de solutions qui, parce qu'ils ne nécessitent pas de calcul, permettent d'aller plus vite. Voilà. Et a priori, si on reste dans une logique d'audit où il faut faire des calculs suivant, enfin, je ne sais pas, des méthodes de calcul, il y en a plusieurs, a priori, les informations à renseigner dans la boîte noire du moteur de calcul seront relativement importantes, vont nécessiter un relevé beaucoup plus exhaustif, notamment sur les données d'entrée du logiciel, pas tant sur la partie technique, parce que l'expert, quand il fait un passeport, il relève évidemment les bons éléments sur le volet technique. Mais du coup, on n'est plus dans cette compatibilité avec, on détecte le potentiel d'amélioration du logement, ça coûte 400 €, on donne envie aux propriétaires. On reste sur un process d'audit énergétique avec des rapports plus ou moins compliqués à appréhender, qui sont peut-être moins pertinents pour donner envie, à ce stade, aux particuliers pour enclencher des travaux. Alors moi, je vais rebondir sur la question de monsieur, parce que moi, je me demandais si on ne pouvait pas remplacer les DPE par les passeports rénovation énergétique. Parce que un DPE, ça se fait en même pas 10 minutes. Quand on voit les gens passer dans les appartements, dans les maisons, c'est très rapidement fait. Et je trouve qu'un passeport rénovation énergétique, ça prend mieux en compte le bâtiment, en fait, dans sa globalité et dans ses potentialités. Et quand vous faites un DPE pour le mettre à la location ou à la vente, c'est bien que l'acquéreur futur puisse savoir ce qu'il achète et qu'est-ce qu'il doit entreprendre comme travaux pour atteindre la bonne performance énergétique. Voilà. Plus 1. Non, mais c'est mieux avec le micro parce que c'est filmé, ce sera plus audible. Bonjour, Frédéric Klein, journaliste. Je voulais savoir comment, dans votre concept, vous assurez le suivi, le contrôle des travaux, le suivi des travaux. Alors, on nous a dit que l'expérimentation du passeport efficacité énergétique serait une réussite si tous les cas si tous les projets de particuliers qui avaient participé se transformaient en travaux derrière, au niveau BBC. En fait, la difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a le fait que les échelles de temps sur lesquelles on est, en matière d'expérimentation, ne nous permettent pas d'avoir suffisamment de propriétaires qui réalisent des travaux et donc de pouvoir faire le suivi derrière de manière très concrète par rapport à notre expérimentation. Après, il y a, j'imagine, derrière une question par rapport au suivi d'un point de vue informatique par rapport à l'outil. Oui. L'objectif, c'est qu'à chaque fois qu'un professionnel va faire une intervention, quelle qu'elle soit, sur le logement, à partir du moment où il vient apporter une amélioration, faire une modification, le passeport doit être mis à jour de cette amélioration, de cette modification. Et c'est la même chose pour le carnet numérique. Voilà. Ça ne veut pas dire que les travaux sont bien réalisés. Alors, sur le contrôle en lui-même, c'est pas en fait le passeport efficacité énergétique, il permet pas d'avoir des professionnels compétents qui vont faire des travaux comme les travaux devraient être faits si on est dans une optique de BBC rénovation par exemple. C'est un moyen, le passeport efficacité énergétique, qui aide les professionnels à faire leur travail le mieux possible. Voilà. C'est ça l'esprit de la feuille de route, de faire des travaux par étapes, de les accompagner avec des garde-fous qui permettent de se passer de calcul. Mais a priori, le passeport ne fera pas les travaux à la place des entreprises qui vont les faire. Et donc, charge à eux de continuer à se former, d'avoir les qualifications nécessaires pour répondre au niveau d'exigence qu'impose la démarche du passeport efficacité énergétique. Et ça c'est très clair. Oui, mais ça permet d'apporter très rapidement une réponse au propriétaire. Quand on fait ce passeport, on peut lui dire tout de suite, il me dit, tiens, j'ai froid aux pieds, là je trouve ça désagréable le matin quand je passe devant la cheminée. Bon. Donc on peut très vite leur apporter des réponses concrètes, en fait, qui peuvent mettre en exécution s'ils le souhaitent. Donc ça permet d'avoir un échange avec le propriétaire et ça permet aussi de faire de la pédagogie. Et c'est très souvent le cas quand les gens viennent nous voir justement pour repeindre leur appartement ou leur maison ou faire des travaux de ravalement. Très vite, si on peut mettre en place cet outil-là, l'utiliser, on peut leur faire comprendre qu'on peut aller beaucoup plus loin pour un prix quasiment équivalent, je vais dire. Et pour juste rebondir là-dessus, effectivement, comme Mathieu le disait aussi, le fait d'avoir une trace écrite du passage d'un expert,
qui a pu, comme vient de le dire Véronique, expliciter et expliquer, faire de la pédagogie autour de ces résultats qui sont présentés. Ça permet aussi au propriétaire lui-même d'avoir les données de ce vers quoi il doit aller. Donc après, ça ne remplace pas le contrôle d'un bureau de contrôle ou d'un expert qui viendrait in fine vérifier que les travaux ont bien été faits. Mais voilà, il y a ce côté échange et clarification, simplification pour le propriétaire de ce vers quoi il doit aller, qui peut permettre déjà au moins ce niveau de contrôle. C'est pour ça que ce serait bien que les architectes soient davantage embarqués dans ces travaux de rénovation énergétique, parce que c'est quand même des gens qui peuvent faire les suivis de chantier et contrôler si la performance et les objectifs sont bien atteints en fin de chantier. Voilà. Alors, j'avais une question. Donc, Jean Ourani, je suis membre de l'association normande des experts indépendants en rénovation énergétique. Je suis auditeur en Normandie. J'ai 3 questions en fait à formuler. Alors du coup, je suis désolé, c'est un peu chargé en questions. Mais quand un passeporteur fait une évaluation, il évalue donc le bâtiment, les différentes parois du bâtiment, le bâtiment dans sa globalité, la ventilation, etc. Mais comment il est sûr, notamment sur une maison des années 90, qu'il n'y aura pas d'erreur dans son expertise? Alors, moi, je rebondis, je vous donne une idée là-dessus. Mais disons que sur une maison qui est déjà isolée, est-ce que vous allez dire il y a R égale 5 sur la toiture, donc c'est pas la peine de réisoler la toiture, c'est les murs qui font isoler? Comment vous pouvez poser ce diagnostic-là? Alors, j'aurais une piste à vous évoquer, bien sûr, qui est la piste qu'avait évoquée un confrère ici, qui sont l'utilisation des nouveaux outils, la caméra infrarouge, voilà, les nouveaux outils. On sait aujourd'hui que c'est pas parce que prétendument une paroi est déjà isolée que c'est l'autre qu'il faut isoler, parce que celle qui prétendument est déjà isolée, ça se trouve, elle est extrêmement mal isolée. C'est ce qu'on voit, nous, tous les matins, en hiver, quand on passe la caméra infrarouge. Ça, c'était la première question. Comment est-ce qu'on peut être sûr que le diagnostic posé par le passeporteur est bien posé? Les 2 autres questions, donc c'est sur, comment dirais-je, les préconisations. Quand on fait une préconisation, par exemple une préconisation du chiffrage, enfin une préconisation d'isolation des murs, on va forcément devoir convaincre le particulier. Et donc il y a le facteur prix. Comment est-ce qu'on fait si on n'a pas le temps de faire les relevés? Comment est-ce qu'on fait pour donner une évaluation du prix de l'isolation des murs contre le prix de l'isolation des toitures, contre le prix de changement de fenêtre? Si on n'a pas les chiffres des mètres carrés qui sont en jeu et des coûts relatifs à... Voilà. Alors les coûts, si vous les avez, mais les mètres carrés. Alors, et la dernière question, c'est une question qui rejoint encore quelqu'un d'autre qui avait parlé, c'est qu'est-ce que le particulier attend de vous après? C'est-à-dire, est-ce que finalement, vers quel résultat on va? Est-ce que sa consommation va être divisée par 2, ou est-ce qu'elle va être divisée par 3, ou elle va juste être réduite de 25%? Voilà. Alors, je vais prendre les questions, mais à l'envers. Comme ça, ce sera peut-être plus simple pour poursuivre les réponses. Est-ce qu'on est sûr que le particulier, lui, ce qu'il cherche, c'est vraiment avoir la vérification que sa facture sera divisée par 2, 3, 4 c'est peut-être pas la première chose qu'il cherche à savoir. Il n'empêche qu'effectivement, faut être en capacité d'apporter un élément de réponse par rapport à ça. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, et là, je laisserai la parole bien volontiers à nos intervenants. Enfin, ça dépend de ce que recherche le particulier dans son projet de rénovation. Voilà. Donc, là, le fait d'embarquer la performance énergétique, ça aura forcément une incidence sur le fait qu'il va réduire ses consommations de chauffage. Voilà. Si la porte d'entrée pour engager les travaux, c'était surtout pas ce sujet-là, est-ce que le particulier derrière va avoir une attente ou besoin de garantie sur ce sujet? En fait, c'est plutôt ça la question. Donc, le passeport efficacité énergétique, lui, il ne garantit pas une consommation énergétique réelle après travaux. C'est quelque chose qui est très très compliqué à faire. Peut-être que ça existe. Et bon, pour avoir fait un certain nombre d'audits, moi je sais que c'est fait. Voilà, c'est presque inenvisageable. Et c'est pas la fonction première du passeport efficacité énergétique. Ensuite, sur la question des coûts. Alors effectivement, il y a aujourd'hui un certain nombre de méthodes qui permettent d'aller assez loin en termes de finesse. Le passeport efficacité énergétique, lui, il donne un cadrage un peu général. C'est des ordres de grandeur, sans doute qui
qu'il faudra les préciser, mais on est dans une approche un peu saisie simplifiée. Ça permet d'avoir des ordres de grandeur, et c'est ces ordres de grandeur qui permettent de discuter avec le propriétaire, de lui apporter des réponses. Et enfin, sur la fiabilité de l'expertise, la garantie de l'expertise ou l'erreur dans le jugement de l'expert, on est sur de la rénovation par étape à des niveaux de performance énergétique très ambitieux. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des experts qui réalisent les visites sur site, qui aient la compétence pour pouvoir faire ce diagnostic-là. Encore une fois, le passeport efficacité énergétique va plutôt insuffler une dynamique qui va appeler ces experts à monter en compétences et à faire les formations nécessaires, à passer les qualifications et certifications nécessaires pour pouvoir prétendre faire une analyse du site pour atteindre ces objectifs-là. Mais le passeport efficacité énergétique, lui, tout seul, dans sa démarche actuelle, ne peut pas garantir le fait que Véronique Gutton, par exemple, a été mal réveillée un matin et puis elle est passée à côté, je ne sais pas moi, d'une trace d'humidité dans un mur et donc sa préconisation sera mauvaise, etc. etc. Enfin, moi, je taquine un peu, mais enfin, c'est l'esprit. Donc, effectivement, je pense que toute la filière et l'ensemble des acteurs qui sont concernés, et en particulier ceux qui devront faire l'expertise, doivent prendre ce sujet au sérieux et continuer de monter en compétence sur ce sujet, en particulier parce que la rénovation performante par étape, ça reste quand même quelque chose de relativement nouveau sur l'enjeu qui nous attend. Oui, moi, je voulais répondre effectivement par rapport à ça. En fait, ce qui nous importe, c'est surtout le confort à l'usage. Par exemple, j'ai un particulier qui me disait qu'il crevait de chaud alors que sa couverture était superbement bien isolée, que l'été, toutes les chambres étaient sous les combles, hein, c'est classique. C'était une vraie fournaise avec le réchauffement. Et en fait, ils n'avaient pas du tout pris en compte le temps de déphasage de l'isolant, en sachant qu'on peut très bien avoir des isolants avec des temps de déphasage de 10 heures qui permettent effectivement que la chaleur ne pénètre pas dans les combles. Donc ça voulait dire qu'il fallait qu'ils déposent toutes ces rampants des combles et les isolants pour les changer. Donc là, il était d'accord pour passer à l'acte. Et ça lui convenait très bien en fait. Je sais pas si vous... Une dernière chose pour répondre par rapport à la division du prix, en fin de compte, du chauffage en fin d'année. Il y a aussi un élément qu'on ne peut pas prendre en considération en tant que professionnel, c'est le comportement que va avoir le client lui-même dans sa maison. Il peut très bien, une fois isolé, justement être en t-shirt ou garder le pull et du coup plus ouvrir ses fenêtres. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en considération. Donc on peut estimer des choses, mais par contre on ne peut pas garantir en fin de compte que sur la facture, la différence et le delta sera réel. On va prendre une dernière question juste dehors si c'est possible. Derrière. Ouais. Oui, bonjour, Alexandre Barré, Union Française d'Électricité. J'aurais une question. Si j'ai bien compris, le dispositif, c'est un dispositif qui donne une liste de travaux à faire. Maintenant, je m'interroge un peu sur comment vous allez faire vivre le dispositif sur le long terme, puisque les travaux et les standards, à la fois technologiques et les objectifs à atteindre, peuvent changer. Et si on se retourne 10 ans ou 15 ans avant, ils étaient complètement différents de ce qu'on peut demander maintenant ou de ce qu'on va demander dans 3 ans. Comment vous imaginez va évoluer ce passeport si j'imagine qu'on a une liste en disant faut faire changer, je sais pas, l'isolation des combles, changer la chaudière, enfin une liste comme ça, changer les fenêtres. Comment vous imaginez que ça peut vivre puisqu'il faut refaire a priori le diagnostic si on change l'objectif? Alors, j'aimerais apporter une précision et je m'aperçois que j'ai pas été très clair. Le passeport efficacité énergétique ne propose pas de liste de travaux en tant que tel. C'est l'expert qui, lui, au regard du potentiel d'amélioration du logement, va identifier quels sont les travaux qui doivent être faits en premier. Et à partir de là, le passeport efficacité énergétique propose des niveaux de performance énergétique à atteindre qui sont compatibles BBC et SNBC in fine. Donc ça, c'est une précision que je voulais apporter. Alors, c'est une question très importante et qui arrive un peu à un moment où on se la pose nous-mêmes, c'est-à-dire que comment pérenniser la démarche? Finalement, l'objectif de l'expérimentation, c'est aussi de répondre à cette question-là. Clairement, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une réponse arrêtée sur le sujet. Il faut évidemment, peut-être à un moment donné, se dire on a face à nous un chantier qui est absolument considérable. Et le fait de vouloir rechanger tous les 4 matins des objectifs ou poser de nouvelles conditions qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir un cap qui est fixé une bonne fois pour toutes, ça risque
d'une certaine façon, de tuer la dynamique. Donc, il faut sans doute qu'à un moment donné, on soit d'accord pour dire, là, on tient quelque chose, ça peut aller dans le bon sens, et à ce moment, continuons de pousser cette idée-là parce qu'elle nous semble pertinente. Et l'idée d'être dans une logique d'expérimentation en mode amélioration continue, ça permet de réajuster aux besoins si on s'aperçoit qu'au départ, on était un petit peu trop à côté des objectifs qu'on s'était fixés. Et je pense que c'est un peu cette logique itérative qui permettra de tenir les engagements qu'on s'est fixés sans prendre des virages à 90 degrés qui pourraient tuer les dynamiques qui se lancent, comme le passeport efficacité énergétique. Alors merci beaucoup à tous les trois de votre intervention. On peut les applaudir, tout à fait.